Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH et management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est un peu une zone grise. On parle des micro-agressions au travail. Qu'est-ce que c'est exactement? On va en parler avec Diane Gonin, fondatrice de Paritalité. Elle a d'ailleurs fait une étude extrêmement précise, la première avec l'IFOP. On va tout savoir dans quelques instants. Le cercle RH, c'est bien presque la fin des JO paralympiques et on va parler des sportifs. Vous l'aurez compris, y a-t-il une vie après la haute compétition? C'est pas toujours simple de se reconvertir, de retrouver une deuxième vie et une place professionnelle. On en parlera avec Sophie Domenech-Vindex, c'est une ancienne sportive de haut niveau, chef de projet JO 2024. Elle était sur le terrain pour la PEC. Mireille Bless, elle est docteur en sciences de gestion et elle a écrit un livre sur ce sujet. Et puis Mickaël Romesi, directeur des programmes sport SHN à l'EM Lyon Business School. Et on terminera notre émission toujours avec le sport, mais cette fois-ci comme un outil d'insertion des jeunes. Et on en parlera avec Nicolas Garnier, il est le directeur de la mission locale de Paris. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler d'un sujet dont nous n'avons jamais parlé sur ce plateau depuis 3 ans que l'émission existe. On parle des micro-agressions. C'est un sujet, comme on dit dans l'entreprise, qui n'est pas adressé et que vous avez décidé, Diane Gonin, d'observer et d'analyser. Merci d'avoir répondu à notre invitation, fondatrice de Paritalité. Alors, votre mission au sein de l'entreprise, au sein de votre entreprise, celle que vous avez créée, c'est de créer de l'inclusion. Et on le voit bien, évidemment, en contrepoint, ces micro-agressions posent un problème. D'abord, c'est quoi une micro-agression? Parce qu'on voit bien ce qu'est une agression, mais une micro-agression, c'est quoi? Qui plus est, elle porte mal son nom. La micro-agression, c'est un comportement ou un propos qui, d'apparence banale, va venir stigmatiser quelqu'un du fait de l'appartenance à un groupe. Ma couleur de peau, mon âge, mon orientation sexuelle, mon apparence physique, mon état de santé. Et ces propos vont venir blesser, même si l'auteur, lui, n'a pas voulu être blessant. C'est les phrases comme « tu viens d'où vraiment »,« tu n'as pas l'air de faire ton âge »,« qu'est-ce que les gens comme toi pensent de cela ?» Avec beaucoup de... Les gens comme toi, en tout cas, ce n'est pas les mêmes que nous. Donc la microagression, qui porte mal son nom, elle vient effectivement blesser, stigmatiser, et elle va créer un effet de repli sur soi qui n'est pas au même de pouvoir créer chez la personne et le salarié d'être à son meilleur, qui est un prérequis à la performance. 47% des salariés en France ont déjà été victimes. Ça, c'est votre étude IFOP avec Paritalité, victimes d'une microagression. Et on retrouve dans la liste des personnes qui en ont été les victimes, 57% de femmes, en tout cas c'est ce qu'elles ont déclaré à ce sondage, 58% des personnes homosexuelles ou bisexuelles, 59% de moins de 40 ans, 68% des personnes musulmanes et 71% des personnes racisées. C'est-à-dire que vous pointez du doigt avec ce sujet non adressé une stigmatisation d'un certain nombre de personnes et qui globalement n'ont pas capacité de se défendre, parce que la microagression, elle nous laisse un peu perplexes, tant pour celui qui le dit que pour celui qui le reçoit. La réalité, effectivement, c'est qu'il n'y a pas un profil type de victime, mais on sent que du fait d'une appartenance à un groupe, on va être plus stigmatisé que d'autres personnes. Les critères qui sont majoritairement adressés sont l'apparence physique, l'âge. Et là, je ne vous cacherai pas que nous allons tous vieillir. Et donc, laisser une culture d'entreprise qui autorise ce genre d'humour, de blague sur l'âge, c'est venir demain risquer d'être soi-même stigmatisé. J'en profite pour dire que les microagressions sont le terreau des discriminations. Le défenseur des droits l'a souligné, on parle d'un continuum de comportements hostiles. L'antichambre. Exactement. La microagression, la discrimination, n'arrive jamais seule. Elle est toujours précédée. Et donc, il est urgent d'agir pour éviter effectivement ce continuum et cette escalade. Il y a un sujet, alors on va parler RH évidemment, parce que c'est le cœur de notre émission. C'est compliqué évidemment de détecter ces signaux qui se passent à la machine à café en une seconde. Il y a quand même des témoins, parce que vous le dites dans l'étude, la plupart des gens sont témoins. Elles agissent, elles doivent agir. Comment on doit faire là ? Le témoin, et c'est sûrement la plus grande découverte de cette étude, c'est qu'ils sont 82% à avoir été un jour témoins, et cela à plusieurs reprises. La réalité, c'est que être témoin, c'est ne réagir, dans l'étude en tout cas, que 2/3 des salariés auront réagi. Et quand on leur demande « mais pourquoi n'avez-vous pas réagi ?», il y a peur des représailles.
Est-ce que moi-même, je ne vais pas être stigmatisée, sortir du groupe, parce que tout le monde a ri, et qui je vais être si je m'oppose. C'est parfois à hauteur de 22% mon manager ou un supérieur hiérarchique. Et puis, manque de légitimité. Est-ce qu'un propos qui adresse le sujet, par exemple, de la parentalité alors que je ne suis pas parent, est-ce que je suis légitime pour prendre la parole? Donc, ces témoins qui restent majoritairement silencieux adressent l'impact sur eux émotionnel. À 95%, ils ressentent des émotions très négatives, des mots forts, de la colère, de la gêne, de la honte, de la sidération. On parle souvent de l'effet de sidération sur la victime qui nous bloque dans notre... Eh bien, mais le témoin le ressent aussi. Ouais. Donc oui, le témoin doit agir et devenir un allié. Mais la difficulté qu'il a, effectivement, c'est de savoir détecter qu'il s'agit d'une microagression, de se sentir légitime et équipé pour le faire. Juste un mot avant de nous quitter, c'est un enjeu RH, parce que vous dites par ailleurs, ça c'est ce que vous portez chez Paritalité, c'est l'idée que ça joue sur la marque employeur d'une entreprise. Comment on fait pour communiquer sur ces sujets? C'est pas si simple. Je dirais que ce n'est pas un sujet RH, je dirais que c'est un sujet de stratégie d'entreprise. C'est plus profond encore. Plus profond, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont quelques cailloux dans leurs chaussures, problème d'attractivité et de fidélisation, un problème d'engagement, certains disent un problème de retour au bureau. Et finalement, quand on observe comment être exposé à une microagression vient détériorer mon expérience collaborateur, les chiffres sont massifs. On est à des chiffres à plus de 60% sur ça fait baisser ma motivation, mon engagement, mon envie de venir travailler, etc. Donc, ne pas prendre en considération cela, c'est être dans ce que vous disiez, cette zone grise qui vient oublier que pour créer une culture inclusive nécessaire à une performance, parce qu'au final, ce n'est pas un sujet, et puis dans le contexte dans lequel on vit aujourd'hui, on a des jeunes générations très attentives, tolérance zéro sur les comportements non inclusifs, des obligations légales, où il y a de plus en plus d'obligations sur la performance extra-financière, donc un sujet d'actualité de stratégie. Paritalité.fr pour avoir tout le détail de cette étude qui est un sondage que vous avez organisé avec l'IFOP et qui est tout nouveau et donc il est à découvrir. Merci à vous Diane Gonin de nous avoir rendu visite, fondatrice de Paritalité. Merci et j'ai envie de vous dire à très très bientôt sur le plateau de Smart Job. On tourne une page, le cercle RH, le sport, les JO. Alors on en a eu beaucoup d'images de sportifs, de joie, de bonheur, de déception. Comment rebondir après une carrière de sportif de haut niveau au JO ou ailleurs d'ailleurs? C'est pas toujours simple de trouver sa place et de trouver un emploi. On en parle avec mes invités, c'est le cercle RH, c'est le débat, juste après le jingle. Le cercle RH, on a commencé le sport, alors le sport télévisuel évidemment, on va parler des sportives et des sportifs, tous ceux qui peut-être ont participé au JO, n'ont pas forcément une médaille, ont été déçus et puis à un moment donné on range le sac, on range les chaussures à pointe et on se dit il va falloir que je trouve un deuxième souffle à ma vie, un emploi, continuer à vivre et laisser le sport de côté. C'est pas si simple la reconversion quand on est un athlète professionnel et on en parle avec des experts. Sophie Domenech-Vindex, j'ai été très heureux de vous accueillir il y a quelques mois parce que vous prépariez les JO, c'était imminent. Là, vous les avez vécus, ils sont quasiment terminés. Sportif de haut niveau, chef de projet JO 2024 pour l'APEC. Avec toutes ces problématiques, vous êtes allé sur le terrain, vous aviez un stand et vous avez rencontré tous ces sportifs et les entreprises. Merci d'être là. Sophie Mireille Blesse, merci de revenir. Vous n'étiez pas assise à cette place, pour ça je suis totalement dépaysé. Docteur en sciences de gestion, auteur du livre Le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise, et vous êtes DRH. Vous ne faites pas qu'écrire dans votre vie, évidemment. Et puis avec nous, un auteur, Mickaël Romesi, vous êtes directeur des programmes sport SHN, EM Lyon Business School, et ce livre dont j'avais d'ailleurs consacré une chronique dans la tête des champions, 18 récits pour s'inspirer des sportifs de haut niveau qui racontent leurs galères, qui racontent leur chute, leur reconstruction. En tout cas, merci d'être avec nous. Je me tourne vers vous, Sophie, parce que vous avez été en prise directe avec ces JO, c'était votre passion, vous étiez une sportive de niveau, une athlète. Absolument. Vous avez trouvé votre place, vous aussi, là? Oui, absolument. Vous l'avez, votre place? Oui, bien sûr. Et puis on la prend de toute façon, sa place en tant qu'athlète. Je pense que ça fait partie aussi, on va dire, des qualités intrinsèques. Parfois, on doit la prendre, cette place, on ne nous la donne pas. Ça fait vraiment le lien avec notre sujet. Juste pour vous dire, concrètement, aujourd'hui, on œuvre justement sur l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Vous disiez à l'instant que ça se passe post-carrière. Ben non, en fait, en réalité, absolument, on œuvre ensemble et tous ensemble. Pendant la carrière?
pendant la carrière. En fait, on appelle ça plutôt la sécurisation du parcours d'un sportif pour qu'il puisse être dans l'exploit justement à haut niveau. Et puis on a vu les résultats là vraiment cet été. C'est vraiment un été olympique et paralympique historique. Il faut vraiment le comprendre. On est dans une révolution. Avant de donner la parole à Mickaël et à Mireille, vous avez vécu quoi concrètement sur le terrain? Je vais vous donner un exemple très concret. Yumi Khalifa, c'est donc un para-athlète en CC foot. C'est un athlète qui a marqué le premier but pour l'équipe paralympique au pied de la Tour Eiffel. Et il va faire une immersion professionnelle au sein du centre de l'APEC de Bordeaux après les Jeux paralympiques. Donc en fait, on organise justement cette mise en relation avec les entreprises, avec les recruteurs de manière très concrète. Un autre exemple, on a recruté un parasportif qui s'appelle Geoffrey Jazia qui fait du paratennis. Et donc l'idée là aussi, c'est de l'accompagner. Il a un niveau Bac+3 aujourd'hui, c'est de l'accompagner dans sa montée en compétences. Parce que nous, à l'APEC, on est persuadés que voilà, les performances, on peut les traduire en compétences. Mireille, Mickaël, sur ce plateau, sans vous faire répéter ce que vous disiez, parfois c'est un peu le miroir aux alouettes, on dit aux sportifs, les entreprises vous cherchent, ils vont vous chasser, et vous disiez non, c'est pas si simple, les entreprises ne les chassent pas forcément. C'est pas si simple d'intégrer un sportif de haut niveau. Ils ne sont pas non plus forcément prêts. C'est-à-dire que quand j'avais fait mon étude pour le livre, j'étais allé voir les profils LinkedIn. Aujourd'hui, quand on n'a pas un profil LinkedIn, on ne fait rien. Enfin, on ne trouve pas, sauf peut-être par réseau exceptionnellement, mais tous les moteurs de recherche aujourd'hui passent par ce type de choses. Et je m'étais rendu compte que, alors on va se dire, j'avais pris en fait Sydney et Rio, donc 2016-2000, et j'ai la même proportion entre 2000 et 2016 de personnes que j'ai retrouvées sur LinkedIn. Donc j'en ai près de la moitié qui n'y étaient pas. Alors ils peuvent ne pas y être. Alors après, on voit des choses très différentes selon les fédérations, et je ne vais pas pointer du doigt certaines fédérations, mais on voit qu'il y a des groupes qui sont effectivement plus présents que d'autres. Il y en a qui sont totalement absents. Et tant que vous n'avez pas à minima certaines choses que vous avez faites, c'est-à-dire de ne pas avoir un CV, ne pas avoir quelque chose sur LinkedIn, ça veut dire que globalement, est-ce que vous cherchez vraiment du travail, quoi? Voilà. J'évoquais la chronique dont je parlais d'un navigateur qui avait fondu les plombs, c'est comme ça qu'il le racontait, d'accord, et qu'il était revenu vivre chez ses parents pour faire de la menuiserie, puisque c'était ça l'histoire que vous racontiez. Lui a été sauvé par le métier de menuisier. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il est revenu finalement à autre chose que le sport. Il s'est mis à faire des meubles, à frotter du bois, et il s'est reconstruit. C'est intéressant ce va-et-vient entre sport et emploi, métier. C'est exactement pour ça en fait que je pense que beaucoup de sportifs maintenant, de manière plus anticipée qu'avant, poursuivent des formations, poursuivent des activités en dehors du sport. C'était pas le cas avant. C'était moins le cas avant, et on leur laissait pas trop le choix pour ne pas le faire. Mais aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose qui revient dans le système d'équilibre personnel, trouver son équilibre personnel et en fait son cadre d'expression de son potentiel. Et finalement, en fait, quelqu'un comme Paco, effectivement, lui, il a pu le faire au travers de la menuiserie. C'est le navigateur. Pour d'autres, effectivement, ça peut être autre chose. Ça peut être des études, ça peut être une passion à côté, ça peut être commencer un sas de décompression. C'est ça. Voilà. Commencer à monter une société, commencer à investir, se renseigner sur quel va être mon projet professionnel en après-carrière. Et ça, c'est une charge mentale, en fait, qui leur permet de diminuer, finalement, d'être plus performant sur les terrains. Donc c'est tout le paradoxe. Ils font autre chose qui diminue la pression sur les épaules du sportif. C'est important, je voulais rebondir vraiment dans l'accompagnement qu'on propose. On a constaté que 80% en fait, des athlètes qu'on accompagne, ils passent par cette étape d'envie de création d'entreprise parce qu'ils ont envie de continuer à être autonomes et indépendants. Et donc c'est intéressant parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux. Ça rejoint bien l'idée que l'entreprise est compliquée pour eux. Oui. C'est un peu une boîte dans laquelle ils s'enferment. Ça permet d'éviter. Et puis même s'ils ne vont pas au bout, ça leur permet déjà de prendre conscience en fait, de leur plein potentiel et après de s'orienter vers la voie vers laquelle ils sont. Mickaël, un mot, et Mireille, parce que je vous ai vu réagir. C'est intéressant le fait qu'ils veuillent créer leur boîte, c'est-à-dire avoir la liberté. Exactement, c'est le cadre que l'entreprise leur propose aujourd'hui. Il n'est pas tout le temps compatible avec leur désir de faire. Leur personnalité même, j'ai envie de dire. Le mindset en fait finalement qu'ils mettent en œuvre tous les jours dans le sport. L'amélioration continue, le fait d'innover perpétuellement, le fait de bousculer les principes établis. Ça, en entreprise, c'est compliqué à faire. Il faut que l'entreprise également mette en place les conditions nécessaires pour l'intégration d'un sportif de haut niveau, sinon c'est voué à l'échec. Mais on se joue de mots ou dans la réalité de votre quotidien au JO pour l'APEC, vous avez réussi à bâtir, à construire des passerelles, d'un côté comme de l'autre, côté entreprise, mais aussi des passerelles pour dire aux sportifs, n'aie pas peur, viens dans l'entreprise. Oui, alors juste et c'est important
important. Le 31 mai dernier, on a signé une convention multipartite qui fait vraiment le lien entre le monde du sport et les acteurs en fait, de la formation et de l'emploi. Donc, il est important d'un côté vraiment d'accompagner les athlètes, les sportifs et les parasportifs de haut niveau, mais de l'autre côté également d'accompagner les entreprises et de conseiller les entreprises. J'adore, votre télé s'appelle Be Smart, une télé audacieuse, pour audacieux. Moi, j'ai envie que les entreprises soient plus audacieuses aujourd'hui et qui s'engagent vraiment aux côtés des sportifs de haut niveau. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe des dispositifs dont les DRH parfois n'ont pas mal connus ou peu connus. Ouais. L'immersion professionnelle, qui est un superbe outil pour un athlète pour découvrir de manière vraiment serein en fait l'univers d'une entreprise, pour voir comment elle fonctionne, comment elle est organisée, pour goûter, découvrir les fonctions. Et ensuite, ça permet pour l'entreprise, pourquoi pas, d'aller vers une pré-embauche, parce qu'elle va voir en fait l'athlète dans l'environnement de travail, comment il réagit, comment il fonctionne. Et on sait, par tout ce qu'on a pu voir, qu'ils ont des soft skills extraordinaires. On a vu quand même là dans le cru 2024, quand on écoutait les commentateurs en paralympique ou en valide, beaucoup de commentateurs qui disaient tiens, lui est en études de kiné, lui fait une école de commerce. Je pense à Patouillet en cyclisme, qui est médecin. Exactement. Et qui a mis entre parenthèses, un médecin généraliste, qui met sa carrière entre parenthèses pour pouvoir s'investir. Et je crois que c'est l'armée d'ailleurs qui l'a embauché pour la durée de ses entraînements. Je me tourne vers vous, vous êtes DRH. Pourquoi l'entreprise, c'est finalement pas le meilleur endroit, contrairement à ce que parfois on peut entendre, pour un sportif de haut niveau ? Alors, je ne sais pas si l'entreprise n'est pas le meilleur endroit, mais effectivement, il y a autant de sports que de sportifs, et il y a autant d'entreprises, il y a des entreprises diverses. Ce qui est sûr, c'est que les entreprises, le sportif, je l'ai vécu, moi, le sportif va avoir des habitudes, des routines, des choses comme ça sur un certain nombre de choses. Il va aussi être dans l'amélioration continue, on en parlait tout à l'heure juste avant l'émission en off, et dans les organisations, on n'est pas forcément prêt, y compris dans nos systèmes de rémunération. C'est-à-dire qu'un sportif, il a l'habitude de toujours avancer et qu'on lui dise où il en est. Nos systèmes d'évaluation ne sont pas forcément... Si ça monte tous les 10 ans, il craque. Et même sur la rémunération, à un moment donné, c'est comment on reconnaît sa performance quasiment en permanence. Et l'entreprise n'est pas du tout dans ces schémas-là. Donc il y a tout un travail, je dirais quasiment d'évangélisation pour moi de mes collègues DRH, et j'ai quelques meetings prévus prochainement, pour essayer de leur dire finalement c'est quoi les conditions à mettre en place pour pouvoir effectivement les accueillir, parce que les accueillir c'est une chose, mais qu'ils restent et qu'ils se sentent bien, c'en est une autre. Et c'est de se dire dans 2 ans, dans 5 ans, quand on fait le bilan, qu'est-ce qui se passe effectivement. Et là, il y a un gros travail autour de ça, clairement. Je voudrais préciser, c'est l'APEC avec l'Agence nationale du sport, athlètes et entreprises. Juste pour faire écho, je le montre parce que c'est aussi tous les dispositifs à disposition. Absolument. Pour dire à l'entreprise, regarde cette plaquette et tu verras les opportunités que tu peux avoir en termes de dispositifs, parce qu'on ne connaît pas, il y a des choses un peu technique. Donc, allez vous procurer. On se procure où, Ambition Bleue? On peut l'avoir directement en ligne sur le site de l'Agence nationale du sport, et avec plaisir pour partager le lien. Juste pour parler d'un dispositif qui est vraiment le plus important par rapport aux entreprises, c'est ce qui s'appelle une CIP, une convention d'insertion professionnelle, qui permet en fait à l'athlète d'avoir un contrat de travail, ce qui est quand même très important, parce que aussi par rapport à son statut. Et le laisser s'entraîner à côté? Absolument. Et en fait, c'est l'aménagement de l'emploi du temps. Donc voilà, il est rémunéré en fonction de son niveau de diplôme et du poste qu'il occupe. C'est vrai dans les grosses boîtes ou même des boîtes publiques qui prennent, je pense à EDF, je pense à des grandes entreprises, c'est moins vrai dans les PME, les ETI. Et bien justement, et c'est là qu'il faut qu'on aille. Mais oui, tout à fait. Vous parliez tout à l'heure de l'armée des champions ou la police. Voilà, on sait que vraiment c'est des grands pourvoyeurs de champions, mais on aimerait que des entreprises et notamment les PME s'engagent davantage vraiment sur ce type de public, parce que c'est des ressources formidables avec des capacités d'adaptation, on parlait tout à l'heure, constantes. Moi, je suis un fan de sport. Dans votre livre, quand même, dans la tête des champions, on voit quand même que, j'utilise un mot fort, mais il y a quand même un risque de déshérence des sportifs de haut niveau qui, tout d'un coup, vivent un énorme trou d'air. Enfin, c'est ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même ce risque de descendre de 10 marches d'un coup, quoi. Comment on fait pour essayer de réduire cet écart? Alors, on en parle avec les dispositifs, avec des entreprises qui tendent la main. Comment on fait? Il faut un accompagnement psychologique, il faut une préparation mentale. Attention, tu vas quitter les stades.
Effectivement, c'est un vrai travail d'accompagnement au fil de l'eau. C'est-à-dire que la vie d'un sportif de haut niveau, c'est des trajectoires de différents apprentissages qui sont ponctués par des échecs, par des grandes réussites, en tout cas par des moments à forte intensité. Et comment Tout on paraît fait... triste après. Hein. Alors c'est exactement ça. C'est comment on va retrouver les mêmes leviers, on va activer les mêmes leviers de la motivation dans un autre secteur que celui de sa passion, de son métier qu'on a connu depuis toujours et sur lequel aussi on est un expert absolu. Ça veut dire être accompagné pour repartir de zéro dans un autre environnement. Et retrouver du sens et de la joie. Exactement, retrouver du sens et de la joie, ça c'est hyper important. Vous êtes d'accord avec ça? C'est se préparer le plus tôt possible, c'est-à-dire se questionner sur effectivement qu'est-ce qu'on aime d'autre que le sport et travailler autour de ça très tôt, y compris pendant... Donc ça démarre pendant la carrière. Clairement. C'est vital. Et puis, je pense... Vous avez démarré pendant votre carrière aussi cette réflexion, excusez-moi, parce que vous étiez vous aussi à fond dans votre sport, l'athlétisme. C'est vrai que dans les années 90, on était vraiment focus sur la performance. Ça, c'est important de dire. Et même dire, les entraîneurs, je m'autorise à dire qu'il faut peut-être aussi les former à peut-être aussi à avoir des moments avec leur athlète pour lui dire, écoute, t'as ta perf, t'as tes entraînements, t'as ton alimentation, puis t'as aussi peut-être un petit moment où tu dois réfléchir à demain. Alors, pas un petit moment. Moi, je dirais un grand moment. C'est vraiment important. Et je pense que l'évolution, elle est vraiment en marche. On l'a senti. Hein. Si les médailles aujourd'hui sont si nombreuses, vraiment, et s'il y a tant de performances, c'est justement parce que les athlètes aujourd'hui sont accompagnés par des instances, et qu'ils ont justement ce projet de vie, donc projet de formation, et que je pense que nous, en tant qu'acteurs, en fait, on se parle beaucoup plus entre entreprises, avec les écoles, avec les universités, pour justement, on en parlait juste avant, parce que Michael me disait qu'ils allaient intégrer les nouveaux sportifs de haut niveau, et on se disait, il y en a d'autres qui vont sortir, aucun souci, ils vont être orientés tout de suite vers l'association pour l'emploi des cadres et des jeunes diplômés, pour ne pas avoir ce moment de rupture. Pas laisser sur le bord de la route, quoi. Ce qui est sûr, c'est que depuis la création de l'Agence nationale du sport, en tout cas, c'est un sujet de la formation et la reconversion qui a été vraiment pris à bras le corps, avec des dispositifs, avec des financements. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et moi, aujourd'hui, en 6 ans d'existence, par exemple, de programmes spécifiques dans une école comme la nôtre, on a vu qu'on est passé de 9 étudiants à plus de 400. Donc ça veut dire qu'en 6 ans, on arrive à faire tous en statut de sportif de haut niveau? Quasiment tous. Voilà, en tout cas, tous ayant droit. C'est ça. Ayant droit, c'est-à-dire il y a les critères quand même. Centre de formation des clubs pro, projet de performance fédérale de chaque fédération et toutes les listes ministérielles. Et ça s'adresse aux sportifs de haut niveau et aux parasportifs de haut niveau. Il faut le dire, parce qu'on est dans le contexte des Jeux paralympiques. J'ai précisé Patouillet tout à l'heure, c'est les paralympiques. C'est important. Et les arbitres et les entraîneurs, parce que on les oublie. C'est un vrai sujet, les entraîneurs, parce que en fait, finalement, c'est eux qui permettent le fait que l'athlète s'engage dans cette préparation. C'est des vecteurs essentiels de transmission de ces questions-là. S'ils ne jouent pas le jeu, c'est un frein. Vous les formez, les entraîneurs ? On peut les accompagner. Nous, c'est vrai qu'on on leur explique beaucoup quels sont les dispositifs, comment ça ne va pas perturber l'entraînement sportif, parce que l'entraîneur, comment ça va peut-être même favoriser la performance. Donc ça, c'est un vrai sujet. Un dernier mot, Sophie Domenech-Vindex, pour clore ce débat. Un sujet important. Je vais rebondir sur le para-athlétisme et sur le paralympique qu'on est en train de vivre, cette période formidable. Il faut quand même se rappeler que le handicap, c'est la première cause de discrimination. C'est vraiment important. Et donc, on a vraiment quelque chose à jouer tous collectivement pour transformer justement toutes ces belles performances en compétences. Merci. Et donc, l'APEC est là avec tous ses partenaires. Merci d'être venu nous revoir presque 2 mois et demi après votre aventure humaine, parce que c'était une aventure humaine. Absolument. Au contact des entreprises, des champions. Et champions valides et paralympiques, il faut le préciser. Dans la tête des champions, livre chez Duno. Lisez-le, c'est un livre génial. Lisez aussi chez l'Harmattan, Mireille, bien sûr, le sportif de haut niveau, une richesse pour l'entreprise. Je rappelle que vous êtes DRH et c'est un sujet qui est important pour vous. Et je remercie évidemment Sophie Domenech-Vindex, sportive de haut niveau. Elle est à l'APEC et elle fait la passerelle justement entre le sport et la reconversion. Ça, Ambition Bleue, ça c'est le document que vous pouvez vous procurer en ligne pour avoir toutes les informations quand vous êtes une entreprise, pour savoir, vous avez envie d'intégrer des sportifs, on vous explique tout. Merci à vous trois, c'était un vrai plaisir. Merci. On termine notre émission évidemment comme chaque jour avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité.
On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On reste dans le sport, l'esprit sport, avec Nicolas Garnier. Bonjour Nicolas. Bonjour. Vous êtes le directeur de la mission locale de Paris, avec la semaine nationale des missions locales, puisque en fait tout ça est maillé sur l'ensemble du territoire. D'abord, un petit mot sur cette semaine nationale des missions locales. Vous avez décidé, en plus, c'est une tradition annuelle, ces semaines de missions locales, d'y rajouter le sport en plus. Pourquoi cette volonté? Parce qu'il y avait l'esprit JO, c'est ça l'idée? Oui, et au-delà, y compris dans un esprit d'héritage, parce qu'effectivement la semaine nationale, c'est tous les ans et ça permet de mettre en valeur ce que font les missions locales et surtout ce que font les jeunes qui sont accompagnés par les missions locales. C'est plus d'1 million de jeunes tous les ans accompagnés. Et cette fois-ci, d'y mettre la dimension sport en particulier, les dimensions de sport, j'ai envie de dire. Alors évidemment, parce que ça résonne avec l'événement mondial qu'on est en train de continuer de vivre aujourd'hui. Et puis parce que dans la durée, le sport sur un certain nombre de dimensions, on pourra y revenir si vous voulez, c'est essentiel dans l'accompagnement que nous prodiguons aux jeunes au quotidien. Alors c'est une structure d'inclusion socio-professionnelle, les missions locales, qui a une longue histoire. Comment les jeunes réagissent par rapport au sport? Parce que c'est vrai qu'on dit que le sport c'est un vecteur d'inclusion, mais ils vous regardaient bizarrement quand vous évoquiez la possibilité de pouvoir faire du sport. Comment c'était vécu chez les jeunes? Alors, bon, d'abord, ça dépend de la façon dont on le présente et dont on l'aborde avec les jeunes, et c'est très différent en fonction du jeune, de là où il en est, de sa réflexion. Mais clairement, le sport, ça peut être à la fois une façon d'accrocher un jeune, plutôt que de lui parler tout de suite d'emploi, d'entreprise, de code de l'entreprise. On va d'abord parler de choses qui peuvent résonner davantage. Pour aller le chercher, sport, en fait. Pour aller le chercher. Et le sport, ça permet évidemment de travailler sur les sujets de santé, qui sont une problématique pour plus d'un tiers des jeunes qu'on accompagne. Beaucoup de santé mentale d'ailleurs, et on l'a vu depuis en particulier la pandémie. Mais ça, vous le ressentez fortement, une augmentation? Une augmentation, parce qu'une précarisation, par exemple, du logement, un isolement d'un certain nombre de jeunes. Donc le sport, c'est la santé, c'est la remobilisation, et puis c'est effectivement accrocher les jeunes, et ça va jusqu'à mettre des jeunes qui cherchent un emploi et des recruteurs qui cherchent des candidats ensemble, sans que l'un sache qui est l'autre, et autour d'un événement sportif, de favoriser la rencontre et de permettre d'aller regarder plutôt des individus que des CV ou des lignes dans un CV. Et on parle beaucoup de soft skills, de compétences 12. Il y en a peut-être qu'il y en a 12, ouais. Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça marche des deux côtés. Ça évite aussi aux jeunes d'avoir cette espèce d'angoisse du plafond de verre, du syndrome de l'imposteur, de je parle à un cadre. Là, pour le coup, quand on joue au foot, quand on fait un match de rugby, les masques tombent, on est tous en short. Le foot, le rugby, on va faire ça avec le tennis là, très prochainement sur Paris. Moi, j'ai fait ça il y a une petite dizaine d'années avec la randonnée. J'étais à Marseille à l'époque et c'est vraiment marcher ensemble et s'arrêter, pique-niquer ensemble et puis rester sur les tables de pique-nique pour passer sur des entretiens de recrutement. C'est assez magique. Enfin, ça produit des choses assez exceptionnelles. Et le tennis aussi, ce qui permet de pouvoir, parce que tout le monde n'a pas un niveau capable de jouer au tennis. Comment il y a un apprentissage? Oui, c'est ludique. Oui, c'est ludique. C'est avant tout ludique. On prépare les jeunes, d'abord, l'échange qu'ils pourront avoir avec une entreprise, mais on peut les préparer aussi un peu à la pratique du tennis pour un premier niveau, en tout cas. Et a priori, on peut penser que les jeunes ont potentiellement le même niveau que les recruteurs. Donc, en tout cas, l'idée étant de ne pas savoir qui est qui au départ. Si on veut en savoir plus, on va sur le site Mission Locale parce que c'est intéressant, c'est une union nationale, donc j'imagine qu'il y a des initiatives. Vous avez parlé de Marseille quand vous y étiez, chacun va aussi déployer ses propres initiatives. Il faut aller sur le site et voir. Il y a un peu plus de 1000 événements donc sous l'égide de l'Union nationale des missions locales, donc unml.org, je pense, sur Internet, sur l'ensemble du territoire national. Il y a du vélo à Nice, il y a de la natation en Aquitaine. Il y a une initiative je crois que j'avais noté parce que je trouvais ça intéressant sur Brioude, en Haute-Loire, j'ai vérifié. C'est important. En Haute-Loire, sur une épreuve sportive qui lie le sport autour des anneaux olympiques, avec un quiz aussi qui permet de s'entraîner à la connaissance du sport. Un petit bonjour à Brioude. Des exemples comme ça. Et puis on a aussi la déclinaison au sens électronique, le e-sport, avec là un championnat interrégional national sur le e-sport. C'est
plus facile à organiser. Oui. Mais c'est un sport national. C'est une activité qui monte très fort chez les jeunes. Merci Nicolas Garnier, directeur général, parce que je ne l'avais pas précisé. C'est pas très grave. Mais c'est important de le préciser, directeur général des missions locales de Paris, au sein de cette Union nationale des missions locales, avec cette semaine des initiatives partout. Et un bonjour aux habitants de Brioude. Je ne sais pas si on dit les Brioudais, peut-être. En tout cas, on les salue. Merci à vous. Merci de nous avoir rendu visite. Merci à vous. Merci de votre fidélité. Merci pour vos messages et l'accompagnement et les réactions à nos émissions. Merci à toute l'équipe. Merci Héloïse au son. Merci à Ulysse à la réalisation. Merci évidemment à Nicolas Juchal, incontournable. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.